Moi, je voudrais juste qu'on revienne à la question poésie-philosophie politique, parce que c'était quand même notre sujet. Et il se trouve que vous avez quand même traité assez longuement cette question, parce qu'aussi bien justement à travers par exemple des auteurs comme Brecht, comme Pasolini, comme Mandelstam, comme on pourrait en citer de nombreux, vous avez souvent traité cette question. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement quelques mots? Oui, je crois que pour parler de ça, il faut partir de qu'est-ce que la philosophie peut attendre de la poésie en réalité. Hein. C'est-à-dire, c'est comme on sait, le fondateur de la philosophie, Platon, a des jugements très sévères sur la poésie. Et il parle même d'une antique querelle entre la philosophie et la poésie. Donc une querelle qui remonterait à très longtemps. Donc il ne se présente même pas comme ayant inventé la querelle, mais comme la sous-traitant. Et de surcroît, pour introduire le troisième terme, les raisons pour lesquelles Platon estime devoir critiquer la poésie sont politiques, expressément. Il considère que la poésie accorde dans le comportement humain une importance beaucoup trop grande à l'affect, en réalité. C'est ça. Il pense que la poésie est toujours, sous une forme ou sous une autre, poésie de la perception et de l'affect de façon privilégiée, et que par conséquent, dans la tripartition de l'âme, elle enregistre la supériorité du sensible et de l'affect sur la raison. Et que pour cette raison, le poème doit être surveillé de près. En vérité, si on regarde ce qu'il admet comme poésie, c'est à peu près exclusivement la musique militaire. Quelque chose comme ça. Alors je trouve, j'aime beaucoup Platon, comme vous savez, mais je trouve ça tout de même un tout petit peu exagéré. Hein. Et je vais essayer de réfléchir. Cette question m'est venue aussi par ce biais-là, c'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que la philosophie peut attendre du poème, au-delà de ce genre de condamnation qui, au fond, repose sur une définition de la poésie assez faible. Enfin, bon, on va pas entrer dans cette discussion. Alors, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est que le langage de la philosophie lui-même est sur ce point équivoque. C'est-à-dire, si on prend la philosophie comme texte, d'abord la philosophie comme texte, à quoi ça ressemble, et y compris chez Platon lui-même. En réalité, on voit très vite que le vocabulaire, la manière de faire, la forme de la philosophie, la question de la forme, ça va arriver très vite, la question de la forme de la philosophie, elle est tiraillée entre deux polarités. D'un côté, la polarité qui serait la formalisation intégrale sur le régime mathématique. Il y a quelque chose qui serait strictement démonstratif, constitué de définitions, d'axiomes et de preuves. C'est la forme que revêt l'éthique de Spinoza, par exemple. Son modèle absolu, c'est les éléments d'Euclide. Donc, première tentation d'écriture. Puis de l'autre côté, en réalité, la tentation du poème, que l'on trouve déjà chez Platon dans les grands mythes, que par ailleurs, après avoir condamné la poésie, il raconte à son tour des histoires invraisemblables, et entièrement soutenues par la beauté de la prose, finalement. Mais après tout, on a aussi, avec Lucrèce, une philosophie entièrement écrite sous la forme d'un poème, par ailleurs, qui est un des grands poèmes de la littérature latine, qui n'est pas un poème indifférent. Et puis on voit très bien qu'un penseur comme Nietzsche est très proche d'une écriture poétique. Il insère des poèmes dans son dispositif philosophique. Alors, donc il faut avoir ça présent à l'esprit. Le langage philosophique, c'est un langage impur, qui en fait a deux polarités extérieures, la mathématique d'un côté et la poésie de l'autre, et qui se situe dans un entre-deux, toujours un peu complexe finalement, entre quelque chose qui va du côté de la démonstration et quelque chose qui va quand même du côté de la conviction, voire de la séduction, empruntée à la conception qui se fait du poème. Et en définitive, cela, je pense,
Et ça me conduit au film, ça. Cela, je pense, divise la politique. C'est-à-dire que lorsque la philosophie parle de la politique, elle n'en parle pas de la même manière si elle est dans son registre démonstratif d'un côté ou si elle est dans son registre plutôt séduit par la politique de l'autre. Et donc il y a un tiraillement dans la vision, dans l'histoire de la vision de la politique par la philosophie. Il y a un tiraillement entre une philosophie de la politique qui serait très formelle et en fin de compte qui réduirait la politique à la question des lois. Et finalement, c'est à ça que ça revient. La tentation de mathématiser la politique ramène toujours la politique à la question des lois, de la législation, de la cohérence des lois, etc. Et si au contraire la philosophie est plutôt dominée par la tentation du poème, la politique va plutôt se présenter comme la catégorie du mouvement, de la passion, de la vie créatrice, etc. Et chez Platon, on trouve les deux. On trouve absolument les deux. Son dernier livre s'appelle Les Lois. C'est vraiment le plus triste de ses livres, hein, il faut dire. Et le plus suspect. Parce qu'on dit que c'est très, très centralisé, très autoritaire et très brutal. Donc voilà, ça c'est le canevas général. Alors à partir de là, si je tente de me prononcer sur la position de Florence, y compris à partir du film, je dirais que de même que la philosophie en tant que telle est entre le poème et la mathématique, de même la poésie comme telle pour elle est entre la philosophie et la politique. Voilà ce que je dirais. C'est-à-dire c'est pas le même entre-deux. Voilà. Alors pourquoi la poésie pour elle est située entre la politique et d'un côté la philosophie de l'autre? Parce que elle se prononce simultanément sur l'ordre du monde et sur les affects qui traversent, constituent et organisent cet ordre du monde. C'est-à-dire c'est l'ordre du monde, mais saisi dans son tremblement réel. Autrement dit, ce que la poésie de Florence tente de saisir, c'est le réel tel que de ce réel, on puisse effectivement montrer en quel sens il est politique, quelque chose comme ça. Et donc la poésie, c'est une relation au réel qui, d'une certaine façon, rivalise avec la philosophie, ou même est philosophique, quant à la question de qu'est-ce que c'est que le réel, comment toucher le réel, comment appréhender et penser le réel, et qui ricoche vers la politique à partir de ces paramètres-là. C'est ça que je dirais, moi. Je dirais que c'est pas le même entre-deux. Voilà. C'est que la poésie est pensée là comme entre la philosophie et la politique, tandis que la philosophie est pensée entre la politique et entre les mathématiques et le poème. Et en définitive, je pense que c'est très suggestif tout ça parce que c'est une question contemporaine. Voilà, je ne vais pas attarder trop ce point, mais si vous voulez, si vous prenez les derniers mouvements populaires de masse, le printemps arabe, même Nuit debout en France, les émeutes en Grèce, etc., etc., si on prend tout ça, on voit que ça se définit, ça se présente, ça se propose sous un régime qui est une revendication vitale, de manière essentielle. C'est-à-dire, ça constitue des lieux qui sont en vérité des lieux politiques de vie. C'est pour ça que l'occupation des places, la gestion d'un espace, etc., est une figure de la politique dans les derniers temps des mouvements. Et en un certain sens, je dirais qu'il y a quelque chose de poétique dans cette figure. Voilà. C'est-à-dire que ça serait dans ton intervalle entre poésie et politique, ça se situerait là. Et d'ailleurs, c'est un mot d'ordre qui souvent se réclame expressément de la vie, de nos vies, du côté matriciel de la vie, par rapport justement à l'absurdité des lois, et en particulier à l'absurdité des lois capitalistes du monde du profit. Voilà.
Donc, c'est à mon avis très sensible dans le film. Et que le film, c'est quelque chose qui présente en réalité un univers de passage chaotique, comme ça, je l'appellerais comme ça, c'est-à-dire un transit urbain donné dans le côté chaotique et en un certain sens encore informe, qui est celui de sa recherche d'une forme, c'est-à-dire les immeubles qui sont tous en construction, la juxtaposition d'architectures complètement opposées les unes aux autres, etc. Donc il présente ça, la traversée urbaine à l'intérieur de ça. Le film saisit cela, et il le saisit de telle manière que ça, c'est l'horizon pour le poème de la saisie effective d'un réel contemporain, en l'occurrence le réel de la situation brouillée, de l'urbanité très particulière de cette ville du Moyen-Orient, où la politique est captée, suggérée, indiquée à travers ce parcours. Donc, pour conclure, dans toute cette affaire, finalement, il y a 4 termes. Bon, moi, je fais la loi, là. Voilà. Il y a 4 termes, c'est-à-dire, il y a les termes, il y a la mathématique, il y a la philosophie, il y a la poésie et il y a la politique. Il y a ces 4 termes. Alors, la mathématique, c'est pas son affaire au poète. C'est très rarement son affaire. Ça l'est quelquefois, mais rarement. Je compte jusqu'à 3 quand même. Hein? Je compte quand même jusqu'à 3. Oui, même peut-être jusqu'à 4. Ça, c'est déjà un gros effort, je comprends. Mais c'est pas son affaire, mais c'est pas du tout une question d'ignorance ou d'incapacité. C'est une question que c'est pas son affaire parce que ce n'est pas la triangulation qui est celle de la philosophie à mes yeux. C'est-à-dire ça la déplace, ça la décale comme ça, d'un cran. Hein. Et il s'agit, dans tous les cas, de la captation du réel, mais dans une triangulation qui, finalement, serait celle de poésie, politique, philosophie. Et le cinéma, là, il est chargé de faire circuler les 3. Il est chargé de donner le mouvement de circulation des 3. Par contre, dans ma registration philosophique, c'est mathématiques, philosophie, poésie. Et donc, au lieu que la poésie soit au centre, elle est au bord. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je conclurai. C'est-à-dire, pour le poète, la philosophie est au bord. Et pour le philosophe, la poésie est au bord. Et la centration n'est pas la même. Voilà. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'en dis qu'effectivement, c'est pas le même endroit de la question. Ça c'est une évidence. Je pense que poétiquement, si la question est quand même celle de la langue et de l'affirmation du fait que le langage est ce qui nous est commun, et que comme ça nous est commun dans la distinction et dans la singularité de chaque langue, évidemment, immédiatement, il faut faire l'éloge de la traduction. Je pense que ce que j'ai essayé en tout cas moi de faire, c'est de questionner cette traduction, y compris d'ailleurs d'un genre à l'autre, c'est-à-dire du cinéma à la poésie, etc. Mais que la question du langage là et de la forme poétique a rejoint la question de ce qui nous est commun aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'espace public, et que effectivement c'était de toute façon un pari risqué, et que je me suis quand même un peu appuyée sur la philosophie, c'est-à-dire je l'ai pris là comme à un moment donné comme prétexte ou comme béquille parce que j'ai convoqué Thésée et un livre de Stéphane Ferré que j'avais lu sur... Voilà, et que cette question de l'identité de la matière était pour moi aussi ce qui m'a permis de construire quand même le film. Mais effectivement, l'endroit de la poésie, c'est-à-dire dans le rapport à la langue et le rapport au réel, questionne le politique autrement que le ferait un philosophe, ça c'est certain. Après, moi, je défendrai, vous le savez, l'idée que la poésie a à voir pleinement avec le politique, même quand elle n'est pas une poésie engagée, parce que comme elle questionne la langue et qu'elle questionne donc toutes les assignations, tout ce qui nous enferme dans le langage, parce que c'est quand c'est le langage du pouvoir ou de l'oppression, ou tout ce qui se fige en prêt-à-penser, etc., et qu'elle prétend pouvoir faire une nouvelle traversée du sens de réinvention, effectivement, elle a un rapport politique. Elle est toujours obligée de questionner aussi... la réception, c'est-à-dire effectivement comment
Et puis bon, c'est ça qui m'a intéressé dans ce dialogue, en fait, dans ce dialogue empêché, hein, qui était pour moi fertile, c'est que je défends une vision de la poésie, qui est une poésie adressée, mais qui n'a pas besoin de se revendiquer, c'est-à-dire qui prend acte d'une tradition de la poésie, mais qui n'a pas besoin de se revendiquer d'une forme fixe, etc., pour être acte poétique, et que, voilà, j'ai mis ça en écho, en parallèle avec cette vision de ces jeunes gens qui étaient obligés de passer par-dessus les barrières pour accéder à la mer qui leur est interdite, alors qu'elle est au bord partout, hein, puisqu'il n'y a maintenant plus que des fils barbelés qui protègent les plages des riches et les yacht clubs avec des connotations religieuses. Voilà. Après, je pense que y a plein de choses qui doivent échapper. En plus, là, l'image était un peu blanche parce que c'était pas le DCP, c'est point mauve. Enfin bref, c'était pas la meilleure qualité numérique. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué les noms des immeubles. Enfin, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est tout ce vocabulaire aussi. C'est-à-dire, soit on est dans le vocabulaire impérialiste et guerrier. Alors on a des Clémenceau, des citadelles, voilà, et même le produit ménager qui permet de tuer toutes les bactéries, là, il s'appelle Général, enfin, je trouve ça extraordinaire, quoi. Et donc, le Yacht Club s'appelle Saint-Georges, enfin, et tous ces jeux comme ça. Et donc, on voit bien comment le langage lui-même, finalement, fait poème, c'est-à-dire, il fait... Moi, j'ai opposé un contre-poème, j'allais dire, à ce qu'il a se piéger en réalité avec des... Bon, et c'est effectivement pas la même approche, c'est sûr. Oui, mais là, que ce soit pas la même approche, c'est clarifié, si je puis dire. Oui. La question, c'est de savoir s'il y a une sourde antinomie ou pas. Voilà. Hein. Je cherche la contradiction. Oui, parce que, je veux dire, c'est clair que dans l'histoire, on a progressivement remplacé quand même la thèse platonicienne d'une hostilité ancienne entre philosophie et poésie. Elle ne s'est pas beaucoup maintenue, cette thèse, mais on l'a remplacée par un déplacement. C'est-à-dire la philosophie, au fond, accepte d'avoir la poésie sur un de ses bords. Et ce déplacement fait sa place à la poésie, et cette place, j'insiste sur ce point, divise quand même sourdement la philosophie elle-même, parce qu'il y a des dispositions philosophiques qui sont exclusives quand même, de façon explicite, de ce qui serait la vocation poétique, imagée, etc. Et puis au contraire, il y a des philosophies qui la revendiquent explicitement. Et donc il y a un bouger comme ça. Et c'est ça, c'est-à-dire que la poésie est toujours sur un des bords de la philosophie, mais pas dans les mêmes fonctions exactement. Elle n'est évidemment pas dans les mêmes fonctions si on parle de Spinoza d'un côté et si on parle de Lucrèce ou de Nietzsche de l'autre. La poésie, là, est non seulement sur un bord, mais elle est la forme de la philosophie. Elle est la forme de la philosophie. Et sur l'autre bord, la mathématique est non seulement un référent de la philosophie, mais elle prescrit la forme. C'est vrai de la philosophie de Spinoza, mais c'est absolument vrai aujourd'hui de tout un courant de la philosophie analytique, pour lequel, d'une certaine façon, les énoncés qui ne sont pas formalisables sont toujours des énoncés qui n'ont aucun sens. Et la poésie est définie comme le lieu du non-sens. Pas au sens nécessairement négatif, elle est le lieu du non-sens, alors que la philosophie serait le lieu de l'organisation formelle du sens. Donc il y a une situation quand même, il y a une situation dont je cherche à savoir quelle trace y laisse le conflit. Voilà. Oui, alors moi c'était plutôt à la politique que je voulais dire que c'était l'approche qui était très très différente, hein, pas les rapports, voilà, pas comment le philosophe, parce qu'on s'est bien compris, alors, parce qu'effectivement sinon on pourrait discuter du rapport de la philosophie à la poésie, de la poésie à la philosophie qui là nous amènerait, mais vraiment à la politique, parce que moi ce qui me frappe, c'est que vous vous référez souvent à des poètes pour qui effectivement la parole politique était très très forte. Hein. On parlait de Brecht, on parlait de... Mais alors on voit bien comment lorsque ce rapport des poètes
à l'engagement, que ce soit, ou alors à la politique directement, que ce soit Pablo Neruda, que ce soit Mandelstam, que ce soit Brecht, on pourrait en citer beaucoup, ou Mahmoud Darwish, même quand ils n'ont pas été comme Mahmoud Darwish, transformés vraiment en voix d'un peuple, hein, c'est-à-dire élus, même quand ils ont eu finalement un rapport qui était plus... bon, on voit bien comment, et quels que soient les contextes historiques, il y a cette espèce j'allais dire, à un moment donné, de fusion réellement entre une parole politique et une parole poétique. Si bien qu'il est devenu très difficile de distinguer, on ne peut pas distinguer, j'allais dire, la partie de l'œuvre de Brecht qui ne serait pas politique de celle qu'il est, ça n'aurait strictement aucun sens, hein, vous êtes d'accord là-dessus? Mais alors, en revanche, est-ce qu'on pourrait dire ça des philosophes? On entre vraiment dans une discussion complètement différente. Enfin, si on essaye d'imaginer, on voit bien comment certains philosophes, par exemple, ont au contraire charrié avec eux, alors vraiment des réputations sulfureuses. Je ne parle pas là de votre réputation, Maurice, parce qu'on manque complètement de la distance. Hein, aujourd'hui, on manque complètement de la distance pour savoir ce qui restera d'Alain Badiou lorsqu'on aura éliminé, en fait, tous ceux que disent, tous ceux qui ne le lisent jamais. Mais moi, je parle de ceux qui lisent. Alors, si on parle de ceux qui lisent, on voit par exemple un Heidegger, ou on voit bien comment là on est. Et alors, qu'est-ce que, enfin, dans le rapport justement de la poésie à la politique et la philosophie à la politique, ça c'est la discussion que nous avions tout à l'heure. Bon, on ne pourra pas l'avoir ici parce que j'ai dit qu'on ferait court et ce serait très long. Mais il y aurait une discussion vraiment, je pense, très poussée à avoir parce que vous en parlez dans plein d'endroits de votre œuvre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et je trouve ça vraiment passionnant, sur le rapport de la philosophie ou de la poésie au réel. Et là, et donc ce qui questionne aussi le rapport à la langue, hein, mais vraiment le rapport au réel. Et là, on voit bien que quand même, c'est un type d'expérience, c'est un type de pensée, un type d'engagement différent. Oui, mais parce que moi j'ai une thèse, là j'ai une thèse quand même, pour tout dire, je pense que la philosophie n'a aucun rapport autonome au réel. Elle a toujours un rapport au réel qui est médié. Tandis que quand la poésie a un rapport au réel, c'est un rapport intrinsèque, c'est un rapport effectif. Ouais. Et la philosophie, pour moi, elle est sous condition de l'ensemble des procédures du rapport au réel. Donc elle est sous condition des mathématiques et de la science, elle est sous condition de la poésie et des arts, elle est sous condition de la politique et des révolutions, et elle est sous condition de l'amour, c'est-à-dire des événements cruciaux de caractère existentiel. Ce dispositif des 4 conditions de la philosophie fait que la philosophie emprunte toujours son réel à un registre qui n'est pas immédiatement le sien. Si on cherche à savoir ce que c'est que le réel propre auquel donne accès à la philosophie, on ne trouvera rien du tout. C'est d'ailleurs le reproche qui lui est constamment fait, quand on dit finalement vous parlez pour ne rien dire. Voilà. Alors, mais ce n'est pas vrai. Nous parlons pour dire où sont les vrais dires. Parce que les vrais dires, eux, ne disent pas qu'ils sont les vrais dires, ils sont ce qu'ils sont. Un poème, c'est un poème. Il est en effet un rapport au réel. Si c'est un grand poème, il est un rapport au réel. Mais il n'est pas en train d'expliquer qu'il est un rapport au réel, que le réel c'est ceci ou cela, etc. Ça, c'est la tâche de la philosophie. Un ami qui aimait les métaphores un peu brutales comme ça, oui, il dit finalement le philosophe c'est la maquerelle des vérités. C'est-à-dire, c'est le patron général, mais finalement il vend quelque chose comme ça qui ne lui appartient pas. Et c'est pas complètement faux. Et donc, si on revient sur poésie et philosophie du point de vue du réel, je dirais que la grande différence, c'est qu'il y a un rapport intrinsèque et effectif de la grande poésie au réel, et que la philosophie, lorsqu'elle cite, utilise et mentionne et légifère sur ses poèmes, elle est en train d'emprunter un réel. Ce qui est un rapport au réel. Voilà. Et donc je pense qu'il y a 2 rapports au réel. Il y a le rapport emprunté. Il y a d'ailleurs beaucoup de formes de rapports empruntés. Il n'y a pas que la philosophie. Mais la philosophie, il y a un rapport emprunté, et la philosophie, elle sait qu'elle est en train d'emprunter au réel. C'est ça sa grande différence. Et puis il y a les rapports non empruntés au réel, c'est-à-dire finalement l'ensemble des expériences décisives dont l'humanité est capable. Parce que si vous ajoutez science, art, politique et amour, vous avez toutes les formes de grandeur dont l'humanité est capable. Mais une grandeur, c'est un certain rapport au réel, justement. Et ça, c'est la définition même, la
la plus originaire de la philosophie. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir sur ce point de querelle entre nous. Voilà. Non, je sais que tu ne la cherches pas. C'est plutôt moi qui la cherchais, ça m'a trouvé. Tu ne la cherches pas. Il ne peut pas y en avoir parce que c'est pas la... Parce que je serai toujours... J'applaudirai dès demain quand tu diras et quand tu montreras de façon précise, comme tes poèmes eux-mêmes le font malgré tout, qu'est-ce que c'est que la touche du réel par la poésie. Et comment elle est singulière, comment elle est politique, mais de façon particulière, etc. Et moi, je serais absolument d'accord, parce que je dirais simplement, finalement, la philosophie va s'intéresser à la fin des fins à ce qu'il y a de commun aux différents touchés du réel. Donc qu'est-ce qui fait que poésie est un toucher du réel, l'amour est un toucher du réel? Qu'est-ce que ça a de commun? Alors pour ça, là il faut fabriquer des catégories philosophiques. Par exemple la catégorie de vérité. On va dire vérité, si on nomme vérité un toucher du réel par la pensée, alors on va dire il y a des vérités poétiques, il y a des vérités amoureuses, il y a des vérités scientifiques, mais la philosophie va proposer toujours une espèce de vision commune de ce champ diversifié des vérités, c'est-à-dire elle va proposer quoi? Elle va proposer un concept de la vérité. Elle a toujours été définie comme ça, la recherche de la vérité, voilà, c'est bien, elle va proposer un concept de la vérité, c'est-à-dire un concept tel qu'il puisse être en partage entre les différents registres de la vérité, mais ce concept de la vérité commun aux différents registres de la création humaine, finalement, n'est pas lui-même un rapport au réel. Il est un rapport au rapport du réel. Alors, on pourrait dire ça. La poésie, c'est un rapport au réel, tandis que la philosophie, c'est un rapport au rapport. Et alors, comme on est, enfin là, ce que vous venez de dire nous a amené quand même au cœur de votre œuvre, parce que quand même les 4 procédures de vérité dont vous parlez, etc. Je voulais juste, avant de passer la parole à ceux qui voudraient là s'exprimer, dire que quand même, parce que ça me semble extrêmement important. Là, vous venez d'achever l'immanence des vérités, hein, donc le grand axe de votre philosophie, l'axe central, c'est donc l'être et l'événement, logique des mondes et l'immanence des vérités, et que c'est philosophiquement dans l'immanence des vérités qu'on peut trouver aussi justement le fondement philosophique de l'idée qu'il est possible de changer le monde. Oui. Et ça, c'est quand même extrêmement important, parce qu'on voit bien les conséquences, en revanche, tout à fait politiques qu'il y a de cette pensée. Et ça, voilà, on a 9 jours là, hein, on est le premier jour, pour que petit à petit, vous nous ameniez à partager cette pensée, mais je tenais à le dire, parce que c'est quand même, ça me semble quand même extrêmement important. Oui, mais ce qui est très frappant, et vraiment, on va conclure pour ce qui nous concerne tout de suite, ce qui est très frappant, c'est que quand on s'accroche à cette question, à savoir en effet que signifie changer le monde, et est-ce que c'est une possibilité effective ou est-ce que c'est une mythologie, hein, changer le monde, et quand on dit que ça, changer le monde, ça se retrouve d'une certaine manière dans tous les niveaux des vérités. Et que tout le monde pense tout de suite qu'on va changer le monde politiquement. Ça, c'est évident. Ça veut dire, pour nous, en gros, ça veut dire en finir avec le capitalisme. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de thèses contemporaines sur lesquelles c'est absolument impossible d'en finir avec le capitalisme. Qui sont des thèses explicites, comme quoi on ne peut pas changer le monde. C'est la thèse que notre monde est le dernier des mondes. Là. C'est bien vrai qu'il est le dernier des mondes, mais pas au sens temporel, au sens de la valeur interne. Et puis, mais d'une certaine façon, évidemment, l'amour, c'est un changement de la vie, c'est un changement de monde aussi. L'amour véritable, l'amour, c'est vraiment l'institution d'une autre vie, qui est une vie à 2, non pas à 1. C'est un changement de monde. Et puis, on sait très bien que la science et les techniques sont aussi un changement du monde, de la production, évidemment. Donc, la philosophie va s'occuper de tout ça, mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que
elle a, semble-t-il, une responsabilité particulière dans cette question. Et ça, ce n'est pas... J'essaie d'éclaircir ça dans l'immanence des vérités. Comment il se fait que la philosophie semble être aujourd'hui chargée de rappeler à l'humanité qu'elle peut changer le monde? Alors que ça ne va pas se passer dans la philosophie, ça. La philosophie ne va pas changer le monde. La philosophie va simplement dire, mais on peut et on doit, puisqu'on peut, on doit changer le monde, pour telle et telle raison. Ça ne va pas se passer dans le champ de la philosophie, ça va se passer dans les champs dont on parlait, primordialement dans le champ de la politique, peut-être des sciences aussi. Bon. Alors, je me disais, voilà, ça c'est un point. Et alors, je crois, mais ça vraiment, je ne vais pas l'expliquer, je crois avoir démontré, là je bascule dans la science, je crois avoir démontré que c'est parce que la philosophie est en état aujourd'hui de déchiffrer ce qui, dans cette histoire de changement du monde, touche à un rapport entre le fini et l'infini. Voilà. C'est-à-dire que je crois que le fin mot de l'affaire, des vérités en tant qu'elles sont des créations et des transformations du monde, c'est que, de manière tout à fait singulière, bien qu'elle soit finie, parce qu'une œuvre d'art, c'est fini, un amour, malheureusement, ça finit aussi, une séquence politique, ça, bien qu'elle soit finie, les procédures de vérité touchent à l'infini. Et que, si on ne comprend pas ça, on est aujourd'hui bloqué sur la question du changement du monde. On ne peut plus se référer vraiment à l'infinité des dieux. Ceux qui le font, finalement, sont rapidement conduits à des entreprises criminelles, en fait. On ne peut plus le faire sans l'infini, on ne peut pas le faire non plus. Ça, c'est la thèse de ceux qui disent on ne sortira jamais du capitalisme. Donc il faut réinventer un mode non religieux, et donc, là, la philosophie en est un peu chargée, un mode non religieux d'une nouvelle relation immanente entre le fini et l'infini, qui autorise, qui réouvre, dans tous les champs d'ailleurs, la possibilité de changer le monde. Et y compris les discussions contemporaines sur l'amour, sur la relation entre les hommes et les femmes, etc., elles portent sur ce point. C'est-à-dire, elles sont en train de se demander comment on peut restaurer, sous une forme entièrement neuve, l'idée qu'il y a quelque chose dans l'amour qui est, en dernier ressort, un toucher, un moment où la finitude de la vie touche à un point d'infinité. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça que je vais essayer de dire dans ce livre qui sortira bientôt. Il n'est pas facile, hein. Mais je viens de le résumer, là. Je viens de résumer les conclusions, il n'y a que ça qui compte. Pour finir sur une touche positive, avant de vous donner la parole, dans l'éloge de la politique, quand même, ce qui m'a frappé, c'est que vous convoquez quand même un vrai changement de perspective en disant... bon, on n'arrête pas de nous rétorquer que finalement, les États communistes, etc., ça a été un échec. Mais bon, le capitalisme a commencé avec le néolithique. Enfin, en tout cas, ce système de domination a commencé avec le néolithique. Et au regard de tout ce temps passé, vous voyez, la séquence était extrêmement courte. En fait, la séquence des 10 échecs, de ce qu'on a nommé les échecs du communisme, oui, oui, était extrêmement courte. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce geste comme ça de remettre les choses dans la perspective, parce que de la même façon que dans l'immanence des vérités, que je n'ai pas lu dans son intégralité, mais je sais que voilà, vous expliquez bien, ou tout autour en tout cas, comment est-ce que ce motif de la finitude a continué à contribuer à nous asservir en tout cas. C'est une pensée qui exerce vraiment un asservissement. D'ailleurs, on entend ce motif décliner depuis longtemps, hein, c'est la fin de tout, c'était la fin du millénaire, la fin du monde, la fin du cinéma, la fin de la littérature, la fin de, voilà. Et on voit bien comment puisque c'est fini, il n'y a plus que la conservation des corps. Et là, vous dites aussi que voilà, il faut remettre en fait les choses en perspective pour comprendre que ça aussi, c'est une sorte d'abus de langage, ou en tout cas d'abus d'image. Tout à fait, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et en vérité, c'est une partie constitutive de ce que j'appelle la remise en forme pour la pensée de la relation entre le fini et l'infini, dans une modalité qui n'installe pas le fini dans la transcendance. Parce que c'est ça, jusqu'à présent... les motifs ont toujours fini par installer l'infini dans la transcendance. Même un certain communisme, en réalité, a fait, au fond,
du communisme une hypothèse repoussée à l'infini dans la transcendance d'un espèce de rêve collectif. Alors c'est pas du tout ça, c'est de façon immanente, intérieure à la procédure politique elle-même que quelque chose doit toucher à l'infini. Mais d'ailleurs ça c'est une question philosophique extrêmement importante, parce qu'on a vu dès les révolutionnaires, comment est-ce qu'on peut réinventer du collectif, réinventer du sens sans faire appel à Dieu, parce que quand même, ils l'avaient remplacé par l'être suprême, mais ils n'avaient pas réussi complètement à se débarrasser. Cette transcendance n'avait pas été complètement réinventée, c'est-à-dire elle n'était pas inventée. Elle continue à stagner, et elle était réinventée de façon si médiocre qu'elle a reconduit à la dictature de la finitude, en réalité, dans laquelle nous vivons. Nous vivons en réalité dans la dictature de la finitude, d'où d'ailleurs ce qu'on appelle le prétendu retour des dieux. Et aujourd'hui, moi je suis nietzschéen sur ce point, les dieux sont morts, et le retour des dieux, c'est le retour des cadavres. Et ça, on le voit. Ça, on le voit. Le retour des dieux, c'est le retour des cadavres.